Bonjour, bonsoir, ça fait longtemps, bonne année, meilleurs vœux, amour, bonheur, santé. Nous avons des nouvelles bibliothèques avec mon chéri, j'ai changé de point de vue. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez, on teste, on verra bien. Pour cette première vidéo de 2025, ça sonne pas joli, j'aime pas. Quoi de mieux pour commencer cette année 2025 que de vous faire un récap de mes meilleures lectures de 2024. Oui, nous sommes fin janvier, il est jamais trop tard, écoutez. Je vous ai fait donc une sélection des de mes 5 meilleures lectures de 2024, en sachant que je ne me suis pas basée sur mon template de mes meilleures lectures par mois. J'ai vraiment repris chaque mois un par un en me disant est-ce que ça, avec du recul, ça fait partie de mes meilleures lectures ou pas. J'ai vraiment essayé de ne pas me fier à mes ressentis à chaud, si on veut. Donc j'ai mon PC à côté pour voir un petit peu les avis que j'avais mis sur le moment. Et on est parti en numéro 5. Oui, on ne perd pas de temps ici. En numéro 5, j'ai choisi donc Le syndrome du spaghetti, écrit par Marie Vareille, et moi j'ai l'édition Pocket. Donc c'est mon premier livre de Marie Vareille, que j'avais beaucoup entendu parler du syndrome du spaghetti, comme étant une histoire extrêmement triste. Mais extrêmement belle. De quoi ça parle cette histoire? Donc on va suivre Léa qui a un talent immense, on nous dit, et un rêve à réaliser. En fait, elle est très très forte en basket et elle a un avenir très prometteur dans le basket. Elle fait tout, en fait, elle régit sa vie entièrement autour du basket. Si je dis pas de bêtises, elle est lycéenne. En fait, voilà, c'est sa vie, c'est le basket et il y a que ça qui compte. Son entraîneur, si je me souviens bien, c'est son papa. Toute la vie de famille est un petit peu organisée autour de ça puisqu'en fait, elle a vraiment un avenir extrêmement radieux qui s'annonce devant elle. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire parce qu'en fait, c'est vraiment mieux de le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Mais en fait, à un moment donné, il va y avoir un drame qui va se passer, même 2 drames en fait, qui vont arriver et qui vont un petit peu tout faire s'écrouler. Donc sa vie entière s'écroule et en fait elle doit tout réapprendre, elle doit tout refaire suite à ce drame et donc sa vie entière va vraiment switcher et elle va devoir réapprendre à vivre. On va avoir également un deuxième personnage important qui s'appelle Anthony qui en fait habite dans la cité voisine. C'est un personnage qui vit dans la pauvreté, qui a des grosses difficultés et on va les mettre un petit peu en parallèle. Donc Léa avec ses problèmes lui tombe un petit peu d'un coup dessus en fait et on va avoir Anthony en fait qui fait face à des difficultés quotidiennes qui durent vraiment depuis longtemps. Donc on va avoir ces 2 personnages qui ne sont pas forcément voués à s'entendre en fait dès le début, mais qui vont finalement développer une amitié et en fait ils vont vraiment être importants l'un pour l'autre puisqu'ils vont s'aider l'un l'autre à traverser les difficultés auxquelles ils font face finalement. Et en fait c'est vraiment un livre qui parle de l'amitié, qui parle de résilience, qui parle des difficultés en fait auxquelles les gens font face chaque jour de leur vie. Ça parle de santé mentale énormément et en l'espace de 300 pages, tu chiales toutes les larmes de ton corps, tu rigoles. Il y a toutes les émotions en fait qui te passent un petit peu sur la tronche et c'est vraiment extrêmement bien fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu long à certains moments dans le sens où Léa est un personnage adolescent et elle a des réactions un petit peu agaçantes à certains moments mais qui sont tout de même assez logiques du point de vue de ce qu'elle traverse finalement. Donc ça c'est mon numéro 5 de l'année puisqu'en fait j'ai vraiment découvert Marie Vareille et j'en ai lu un autre d'elle qui n'a rien à voir, mais en fait je pense que c'est vraiment une autrice qui pour moi sera une autrice doudou, dans le sens où bon, celui-là il est extrêmement triste, mais la fin est belle quand même. Et ces autres livres ils ont l'air vraiment plus rigolos entre guillemets. 5e meilleure lecture de 2024 et je vous le conseille vraiment. Mais je crois que sur Goodreads j'avais mis un avis, attendez. J'ai commencé à mettre des avis assez tard finalement dans l'année. Attends, mais il n'y a pas de luminosité à l'aide. I can't see. Merci. Par contre, mon mot de passe, frère. Bon, apparemment, j'avais pas écrit d'avis dessus. Pardon. Là, je suis malade. Comme à peu près 95% de la population. Je les ai pas du tout mis dans l'ordre. C'est chaotique. Ah si, j'avais bien écrit quelque chose pour le syndrome du spaghetti. C'est juste que je suis pas très douée pour rechercher sur cette plateforme. Donc, j'ai écrit. Je m'attendais à quelque chose de bien et je me retrouve avec un coup de cœur dans les mains. Honnêtement, il m'a fallu une bonne nuit de sommeil pour me remettre de mes émotions. C'était beau, c'était puissant, c'était triste. Et moi, je me suis retrouvée là avec tout ça sans savoir quoi en faire. J'ai adoré la manière qu'a Marie Vareille d'utiliser les mots. C'était simple mais poignant. L'histoire est si belle et on apprend plein de choses. Donc, que demander de plus? Donc ça, c'est ce que j'ai écrit à chaud. Enfin, le lendemain matin.
C'est ce que j'ai écrit en tout cas à propos du syndrome du spaghetti. Alors, donc en numéro 4, nous avons If We Were Villains. Je sais pas comment le prononcer. Ah d'ailleurs, j'ai un t-shirt avec les vilains de Disney. Putain, trop fort. J'ai l'édition collector qui est absolument incroyable. Vraiment, c'est une beauté ce livre. C'est une beauté et en plus, c'est un coup de cœur. Bravo, on est dans mes coups de cœur 2024, purée. Donc ça raconte quoi? On va suivre plusieurs personnages, 5, 6, je me souviens plus exactement. Je l'ai lu il y a longtemps, il y a 8 mois aussi. Donc on va suivre plusieurs personnages qui font des études pour travailler en tant que comédiens et ils sont dans un conservatoire. Donc actuellement, on va surtout suivre notre personnage principal, entre guillemets, donc Oliver Marks. Donc on commence le livre, il vient de sortir de prison, il vient de sortir de 10 ans d'incarcération. Le policier qui l'a fait incarcérer 10 ans plus tôt le retrouve en fait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il a été jugé coupable, mais en fait, on n'est pas sûr que c'était lui vraiment le coupable. Donc en fait, 10 ans plus tôt, donc il était étudiant donc dans cette université extrêmement prestigieuse, extrêmement peu d'admis pour les études de comédie. On va suivre je crois qu'ils sont 5-6 à peu près, je sais plus. Donc on va les suivre un petit peu dans leur quotidien. On va vite voir qu'ils ont tous une obsession pour Shakespeare. Il y a une obsession permanente pour Shakespeare dans ce groupe d'amis. C'est-à-dire que vraiment, ils ont chacun, comme s'ils avaient vraiment leur rôle et qu'ils le jouaient en permanence. Ils vont citer du Shakespeare à longueur de journée, ils vont régir leur vie par rapport à Shakespeare. C'est presque une mini-secte finalement, puisqu'ils vont, en plus de ça, ils vont se sentir supérieurs, puisque évidemment, ils lisent et apprennent du Shakespeare, donc ils sont forcément supérieurs. Donc on va suivre ce petit groupe d'amis qui va finalement évoluer dans cet environnement très sectaire. Ils étudient les arts dramatiques, donc forcément, ils ont une intelligence supérieure. Et en fait, on va un petit peu se perdre finalement dans est-ce qu'ils jouent un rôle ou pas dans leur vie de tous les jours et est-ce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent de manière quotidienne. Tout ça jusqu'au jour où il va y avoir la représentation finale et un des membres du groupe va mourir. Ce membre du groupe, il aurait été assassiné, vu comment il a été retrouvé. Et donc tous les soupçons se portent sur le groupe d'amis et plus particulièrement Oliver qui est le meilleur ami du personnage qui est mort. Ça c'est pas du tout un spoil que le personnage il meurt parce qu'en fait on le sait déjà rien que dans la 4e de couverture, mais on le sait aussi dès le début en fait quand le policier en fait retrouve Oliver et lui demande un petit peu mais est-ce que c'est vraiment toi ou pas en fait, maintenant que t'as purgé ta peine tu peux me l'avouer. Et en fait ce que je trouve incroyable avec ce livre c'est que jusqu'à la fin on sait pas. C'est vraiment chacun ses théories, chacun ses petites histoires, chacun se dit oui mais un tel il a dit ça à tel moment, oui mais un tel il a dit ça à tel moment, oui mais un tel... Et en fait c'est hyper bien fait parce que jusqu'à la fin on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? On se demande jusqu'à la fin ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé, le policier ne le sait pas et on ne sait pas si Oliver le sait lui-même. Et c'est ça qui moi m'a complètement brain, c'est est-ce que Oliver sait ce qui s'est passé? Est-ce qu'Oliver est vraiment coupable? Ou est-ce que finalement c'est le plus gros mystère de l'école, c'est qui a tué ce personnage? Il y a même des théories comme quoi il se serait suicidé. En plus de ça, on est dans un univers un peu Dark Academia, dans un huis clos, on a ces personnages qui veulent devenir acteurs, comédiens, mais qui en même temps, est-ce qu'ils jouent un rôle dans leur vie de tous les jours ou pas? Est-ce que leurs relations sont vraiment authentiques? Moi, cette histoire, elle m'a un petit peu retourné la tête et j'ai fermé le livre et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Ce gars est mort et on ne sait pas ce qui s'est passé. On a tous les détails, on a comment le corps a été retrouvé, on a les personnages qui étaient présents, on a tout finalement, on a tous les éléments qui devraient nous permettre de trouver le coupable, mais finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et alors... En plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a tous les moments avant, on a tous les moments depuis le début de leurs études. Et en fait, on se rend compte que ce personnage, il était quand même relativement bien aimé. Et en même temps, il y a des personnages qui jouent une espèce de double jeu. Et donc, tu sais pas trop sur quel pied danser. Ouais, moi, cette histoire, elle m'a complètement brain. Et en fait, j'ai adoré puisque ça te fait vraiment te triturer les méninges. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans le livre, j'étais en mode waouh, mais alors attends, faut que je me souvienne de ça parce que du coup ça peut m'aider pour ça. Et alors du coup ça veut dire que si tel personnage a fait tel truc, bah ça veut dire que tel personnage du coup a menti.
Et en fait, tu te mets à psychoter et à devenir parano sur tous les personnages et sur tout ce qu'ils disent, sur toutes leurs actions. Et tu te dis, mais finalement, est-ce que c'est pas tous des menteurs? Parce que même si on a plus ou moins le point de vue de Oliver, tu te dis, mais même lui, en fait, finalement, est-ce qu'il est vraiment si innocent ou est-ce qu'il est vraiment à 100% coupable? Ou est-ce qu'ils sont pas tous coupables, finalement, de ces mensonges et de ces supercheries, etc. Ou est-ce que même l'école n'est pas coupable, ou en tout cas complice de ce qui s'est passé? Il y a tout un tas de théories, et lire les théories une fois qu'on a lu le livre, moi je trouve ça phénoménal, puisque tu te dis, mais oui, mais ça je l'avais pas décelé en fait. C'est vraiment très fort, c'est un très bon livre, et je le recommande à tous ceux qui aiment bien un petit peu se triturer la tête, tous ceux qui aiment bien un petit peu les enquêtes, etc. Et tous ceux aussi qui aiment bien Shakespeare, parce qu'on en apprend beaucoup sur Shakespeare aussi, donc je trouve ça assez chouette le travail qui a été fait pour amener en fait toutes ces références dans le livre. C'était un 10 sur 10, c'était un coup de cœur, j'ai adoré. Et du coup, je vais vous lire ce que j'avais écrit à chaud. À chaud ou le lendemain aussi, parce que des fois, il faut que je m'en remette un petit peu pour pouvoir écrire quelque chose de correct. Du début à la fin, j'ai été happée par l'écriture. On est plongé dans ce récit sombre avec ces 7 personnages. Ah bah merci, 7 personnages. 7 personnages dans une espèce de huis clos haletant qui laisse trop de place à l'imagination. L'addiction est forte, même si on sait qu'on n'en sortira pas indemne. On est dans la prison qui est la tête d'Oliver avec lui et on espère comme lui pouvoir en sortir vivant. Coup de cœur shakespearien pour ce roman. Donc c'est ça en fait, on est vraiment du point de vue d'Oliver, mais est-ce qu'en fait son rôle n'a pas pris trop de place dans sa tête et que finalement lui-même il est matrixé en fait par l'école et par ses études? On sait pas quoi. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. En 3e position, on a la femme de ménage. Je vous le présente comme ça parce qu'en fait je ne le retrouve pas. Je crois que je l'ai prêté à quelqu'un, mais je ne sais plus qui, donc je ne sais pas où est la femme de ménage. Mais peu importe, c'est pas grave, vous voyez de quoi je parle. J'ai fait un vlog, une journée, un livre dessus. J'ai toute une vidéo d'une demi-heure dessus, donc vous savez plus ou moins de quoi je parle. Surtout qu'il a fait un buzz pas possible. Il est dans le top vente depuis des semaines et des semaines. C'est un banger ce truc. Donc mon top 3, ce sera la femme de ménage, du coup que je vais vous mettre là, en joli là. Donc dans la femme de ménage, on va suivre Millie, qui sort de prison. Elle a passé 10 ans en prison. J'aime bien les gens qui sortent de prison. Donc on va suivre Millie qui sort de prison, ça fait 10 ans qu'elle est en prison. Elle sort de prison, ça fait beaucoup de fois le mot prison, Sonia. Donc elle sort de prison et en fait elle cherche du travail parce que là actuellement elle vit dans sa voiture, c'est la cata. Donc elle sort de prison, elle cherche du travail, elle va être embauchée comme femme de ménage dans la famille Winchester. Sauf qu'elle va petit à petit déceler des comportements toxiques, que ce soit de la mère, du père ou de leur enfant. Donc elle va déceler un petit peu des comportements toxiques, suspects et surprenants de la part de ses membres de la famille. Et petit à petit, elle va vraiment faire partie de la famille, voir tous les dessous familiaux qu'il va y avoir en fait dans ce huis clos aussi un petit peu parce qu'on est vraiment quasiment tout le temps dans la maison. Et en fait on va suivre du coup un petit peu sa découverte de la famille Winchester et des problèmes auxquels fait face cette famille. Donc moi ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman, c'est le côté haletant. C'était vraiment le fait que ça allait vite. Dans chaque chapitre, il y avait un élément qu'il fallait garder en tête pour la suite. Et voilà, ça s'enchaîne quoi. C'est vraiment, on a un enchaînement en fait des événements qui va très vite. On est très vite dans le texte également. On a très vite énormément d'informations à retenir et à mettre bout à bout pour un petit peu faire l'enquête en même temps. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit coupé aussi en 3 parties distinctes. On a vraiment 3 parties en fait et 3 temporalités. Donc on a la première partie, c'est 3 mois avant, si je dis pas de bêtises. On a le maintenant, on a le avant les 3 mois et on a le maintenant. Et en fait, j'ai trouvé ça très fort parce que moi, au bout d'un moment, j'oubliais dans quelle temporalité on était. Et je me dis genre, ah purée, mais oui, mais en fait, mais ça. Et genre, il y avait des trucs qui s'illuminaient devant mes yeux et c'était génial. Et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on s'attende à des choses qui finalement n'arrivent pas et on se prenne autre chose dans la tronche. Pendant le vlog, je sais que j'ai pas beaucoup fait de spoil, etc. Ce qu'on m'a demandé de faire parce que apparemment ça intéressait les gens. Mais en fait, on s'attend pas vraiment à la fin puisque plus on a des éléments, plus nos théories changent et l'aboutissement du roman change. Mais en fait, plus ça va, plus on a des éléments qui ne s'emboîtent pas les uns dans les autres, ce qui fait que c'est très fort parce que on ne s'attend pas à la fin. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas attendue à la fin et je me la suis prise de plein fouet.
et j'ai adoré. Tout ça pour dire que c'était une extrêmement bonne lecture, que j'ai adoré, que ça m'a vraiment sorti de ma panne de lecture à l'époque dans laquelle j'étais, parce que j'arrivais plus à lire, je trouvais plus de livres qui m'intéressaient. Et donc par la suite, j'ai fait de très très bonnes découvertes avec aussi la doublure par exemple de Melissa d'Acosta. Donc c'est pour ça que ce livre fait partie de mon top 3 de mes lectures 2024, parce que c'est vraiment un livre où c'est vraiment un page turner. Tu continues, tu lis, tu sais pas si tu as envie de t'arrêter, tu sais pas si tu as envie de connaître la fin, tu sais même pas si tu as envie de savoir ce qui se passe après finalement, parce que tu te dis waouh, non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? Donc non, c'est extrêmement fort, j'ai adoré, et voilà, top 3 de mes lectures 2024, comme je l'ai déjà dit. Je vais vous lire du coup ce que j'avais écrit. J'ai adoré du début à la fin, le rythme est soutenu tout au long de la lecture, on n'a pas le temps de se reposer, qu'on a déjà 2 nouveaux éléments à se mettre sous la dent. Chaque indice, chaque personnage, chaque scène a son importance dans ce roman. On parle d'un truc au début qu'on nous rappelle à la fin, on nous rappelle des paroles avec d'autres, tout a un lien, tout est capital. Je me remets à peine des dernières lignes qui closent à merveille ce texte qui m'a fait douter de toutes mes théories, même les plus farfelues jusqu'à la fin. Le suspense est insoutenable et nous tient en haleine jusqu'au point final. Je croyais avoir tout compris, je n'avais rien compris. Je me suis prise une claque magistrale et j'ai adoré ça. Voilà, je trouve que c'est un très très bon résumé finalement de la femme de ménage. C'est tu t'attends à quelque chose, tu te prends autre chose dans la tronche mais t'es content. Tu te prends un truc là, des révélations à la fin, t'es en mode... Je patauge dans la semoule mais je suis contente. Ça n'a aucun sens. Deuxième meilleure lecture. Putain, je passe partout, j'adore. Deuxième meilleure lecture de l'année 2024. Évidemment, je vais vous parler de Fourth Wing. Évidemment, en fait. C'est, voilà, à un moment donné, le beau bébé là. Fourth Wing, on ne présente plus finalement à toute personne qui lit un petit peu de fantasy et un petit peu de romance en ce moment. Surtout que là, il y a le tome 3 qui vient de sortir. Ça a rendu les gens fous. Vraiment, je voyais les gens se précipiter dans les librairies. J'étais là... Il y a des gens qui ont critiqué Amazon aussi parce qu'apparemment Amazon a annulé des commandes parce qu'il y avait trop de commandes par rapport au stock. C'était un délire le truc. Donc dans cette histoire, on va suivre Violette Sorengale, qui est une adolescente de 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça, qui initialement voulait être scribe pour suivre un petit peu les pas de son père. Sauf que sa mère ne veut pas qu'elle soit scribe, sa mère veut qu'elle soit chevaucheuse de dragons. Je sais plus comment ça a été traduit en français, mais peu importe. Donc en fait, dans cet univers, il y a des chevaucheurs de dragons. Il y a certains dragons qui se lient avec des humains pour combattre en fait un ennemi qu'ils ont en commun. C'est pas trop des alliés, mais en tout cas, ils ont un ennemi commun, donc ils vont s'allier temporairement pour combattre cet ennemi commun. Sauf que en fait, les dragons, ils sont... C'est pas les gentils petits dragons qui se lient aux humains et qui sont en mode youpi. Pas du tout. Si un dragon a envie de te cramer ta tête, il te crame ta tête. Point final. Et en fait, Violette, elle a pas forcément envie de ça. Elle a pas forcément envie de mourir dans d'atroces souffrances. Mais en même temps, sa mère lui laisse pas trop le choix. Donc elle va devenir cavalière, chevaucheuse de dragons, enfin bref. Donc elle va suivre ces études-là, durant lesquelles elle va rencontrer Xaden Ryerson qui est... Alors attendez, on va essayer d'expliquer ça calmement. Xaden Ryerson est le fils du rebelle principal qui a voulu renverser la République quelques années plus tôt. Rebelles qui ont été exécutés par la mère de Violette, voilà. Super. Donc Ryerson, il aime pas trop Sorengale. C'est un peu la bagarre entre les deux. Finalement, en fait, plus ça va aller, plus on va voir qu'ils s'entraident un petit peu. Et on va en fait en apprendre de plus en plus sur le lore, sur les ennemis qu'ils ont, sur l'univers dans lequel ils évoluent, sur la République, sur les dragons aussi. On en apprend plus en plus sur les dragons, c'est hyper intéressant. Ça reste... Bon, apparemment c'est de l'adulte, mais moi je dirais que ça reste quand même du young adulte parce que c'est pas l'univers de fantasy le plus développé que j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est quand même intéressant et ça a le mérite de présenter des dragons qui ne sont pas gentils dès le début. J'ai bien aimé aussi les différentes relations qu'il va y avoir entre dragons, cavaliers, entre les cavaliers, entre du coup les dragons aussi. On apprend quel est le régime en fait chez les dragons, etc. Donc pour le coup, l'univers, je le trouve quand même relativement bien fait. Et en fait, ce qui m'a vraiment tenu, c'est vraiment l'histoire. Alors déjà entre Violette et Xaden, parce que Xaden... je l'aime d'un amour véritable, voilà. Et aussi avec les dragons, parce que du coup on a, putain je sais pas comment le prononcer, Terne. Bref, le dragon de Violette, bon je vous apprends rien, hein, c'est l'élu, donc forcément voilà, elle aura un dragon. Et en fait genre juste le comportement des dragons, je le trouve incroyablement drôle. Vraiment genre les dragons entre eux, ils ont zéro race. Et ils sont là genre vas-y tu te tais sinon je te crame. Et ça me fume parce qu'ils sont trop drôles quoi. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire. Est-ce que j'ai pas été hyper
super influencée par BookTok, Bookstagram, etc. Si, je pense peut-être. Parce que je pense que je l'aurais pas lu si j'avais pas vu autant d'avis me disant qu'il était incroyable. Mais en fait, je m'attendais quand même pas à ce que je sois autant addict à la lecture de ce livre. Parce que vraiment, moi, en tout cas, j'ai adoré. Vraiment, Fourth Wing, c'est une excellente découverte pour cette année. Et enfin voilà, juste les personnages, ils sont bien faits. Les dragons, ils sont bien faits. L'univers, il est bien développé. Voilà, on n'a pas besoin de grand chose de plus pour passer une bonne lecture. Qu'est-ce que j'avais écrit à l'époque? C'est-à-dire qu'en fait, on m'avait pas dit que ce serait aussi bien. Ça commence tranquille, les 100 premières pages, on se dit ok, c'est classique. Et puis bam, la claque. Je vois rien là, la lumière. Les dragons, ils sont badass, les personnages, ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres. L'humour et les répliques sont incroyables. Le sarcasme et l'ironie de certaines situations sont à mourir de rire, pardon, j'arrive plus à parler, ça y est. Et les dragons purés, bref, la claque. J'ai beaucoup ri, j'ai pleuré, j'étais à fond jusqu'à la dernière ligne et la dernière révélation m'a complètement achevée. Xaden, je comprends pourquoi c'est un book boyfriend, mais Tahir Nossi, quel charisme, poids, c'est fou. On parle d'un dragon, quoi. Est-ce que j'ai acheté Iron Flame juste après avoir lu la dernière ligne? Oui, et je ne regrette rien. Par contre, je regrette d'avoir lu Iron Flame immédiatement après, parce que je me suis fait chier pendant le tome 2. C'est pour ça que j'ai un peu d'hésitation à lire le tome 3 là, vu qu'il vient de sortir, mais en même temps j'ai peur des spoils, du coup je suis un petit peu perturbée là en ce moment. Bref. Et donc ça c'était pour ma deuxième meilleure lecture de 2024. Donc, on passe au number 1, ma meilleure lecture de 2024. Bon, ce sera pas une surprise si vous me suivez sur Instagram, mais ma meilleure lecture de 2024 n'est pas un livre, mais une trilogie. Voilà. Roulement de tambour. Je vais bien sûr parler de Nevernight. Nevernight que j'ai en poche évidemment parce que vu la taille du parpaing à un moment donné bon il y a des gens ils font des maisons avec ça. Donc Nevernight, donc là je vais vous parler de la trilogie que je me suis enfilée en 2024. Donc on parle quand même de 3 briques de 800 pages. Nevernight tome 1 parce que je vais pas vous parler du tome 3 évidemment. Nevernight tome 1, on va suivre donc Mia Corveret. Donc dès le début du livre elle va perdre toute sa famille. Voilà, super, mise en situation incroyable. Donc le tome 1 c'est N'oublie jamais qui est en fait la devise du clan Corveret. C'est, je ne sais même plus. Ne jamais oublier, ne jamais je sais plus quoi et ne jamais je sais plus quoi. Ah, ça c'est écrit quelque part. Donc dans Nevernight, on va suivre Mia Corveret qui perd donc son père qui se fait assassiner en place publique, sa mère qui se fait interner dans une prison et son frère qui se fait démonter sa tête aussi dans les premières pages. Ça va pas fort Mia. Elle a 8 ans et vraiment sa vie s'écroule. C'est la fin des haricots. Donc son père en fait a été accusé de trahison envers la République. Donc en fait c'est pour ça qu'il est exécuté en place publique et c'est pour ça que toute sa famille doit être exécutée. Famille Corveret qui est une grande famille très riche etc. et très influente doit être exécutée. Mia va s'en sortir grâce au développement de ses pouvoirs d'enténébrés, puisque dans cet univers, on l'apprend assez rapidement, il y a certaines personnes qui sont des enténébrés et qui en fait ont le pouvoir des ombres. Son pouvoir à elle se manifeste sous la forme d'un chat qui s'appelle Gentilhomme. Et en fait, ce chat va l'aider à survivre alors que des assassins de la République qui ont été engagés pour la tuer sont en train de la poursuivre. Elle parvient à s'en sortir et elle est recueillie par, je me souviens plus, Mercurio je crois que c'est Mercurio, bref peu importe. Elle va être recueillie par un gentil petit monsieur, un vieux monsieur, mais un vieux monsieur qui est un ancien assassin de l'Église Rouge, qui est en fait une espèce d'organisation d'assassins qui ne sont pas en fait politisés, qui ne sont pas quoi que ce soit, ils sont employés par des gens qui leur disent voilà je te donne tant, tu tues telle personne et hasta la vista baby. Du coup elle, son but c'est quand même de se venger. Donc elle va vouloir se venger des 3 acteurs principaux du meurtre de son père, enfin de l'assassinat de son père, parce que bon c'était quand même sur place publique donc voilà. Et en fait elle va décider de s'entraîner pour être dans l'Église Rouge, devenir une assassine professionnelle et démonter la tête de ceux qui ont détruit sa vie. Mercurio va l'aider etc. Et donc nous on va la suivre dans son parcours. On va vraiment la suivre du début en fait où elle commence à faire ses petits assassinats machin etc jusqu'au moment où elle va arriver, enfin en tout cas dans le tome 1, jusqu'au moment où elle va arriver donc à l'Église Rouge qui est régie par vraiment tout un texte en fait de règles. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment un truc qui est organisé, etc. quoi. Ce livre, je me souviens pas avoir déjà lu de la dark fantasy avant, mais ça m'a donné envie d'en lire plus. Parce que vraiment, alors, il y a aussi l'écriture de J. Christophe qui fait que, il y a aussi la traduction. Et le traducteur, c'est qui? Putain, mais je suis débile, c'est écrit là en plus. Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier.
il serait peut-être temps d'apprendre à lire. Traduit de l'anglais par Sébastien Guillot. Bah merci Sébastien Guillot, parce que t'as fait une putain de traduction en fait. À un moment donné, il y a vraiment des trucs, je me dis mais comment c'était écrit avant et comment il a pu le traduire aussi bien. Parce que vraiment, le problème des fois de lire des romans traduits, c'est qu'on perd énormément de choses. Mais là, j'ai l'impression c'est très authentique en fait. On a des notes de bas de page qui font la taille de la page entière. On a un humour tout le long du texte qui est fou. On a vraiment un texte qui, moi je trouve, m'a retourné. C'est une trilogie, on s'ennuie pas. Il se passe, même dans le tome 2, parce que bon, je suis la première à dire que dans les trilogies, les tomes 2 sont toujours un peu plus nuls. Eh ben non, en fait, il fait partie de mes meilleures lectures. Tome 3, j'en parle même pas, j'avais une trouille pas possible de le commencer. J'ai été si heureuse de le lire. Vraiment, ça apporte une magnifique conclusion au texte. On va avoir de l'humour, on va avoir de la bagarre, ça va être crade, ça va être rigolo, ça va être triste. Il y a des moments, il y a des personnages. Alors attendez, on n'est pas dans Game of Thrones, mais il y a des personnages qui meurent. Moi j'étais pas bien, hein. Ne vous attachez à personne. Et en même temps, c'est extrêmement humain, dans le sens où vraiment on va suivre le parcours de cette jeune fille qui commence, là elle a 16 ans, là elle a 18 ans. Et en fait on se dit mais purée, mais l'amour que tu peux porter à ta famille, c'est fou quand même. Enfin moi je trouve que c'est extrêmement humain. En plus de tout ça, on est dans un univers qui est extrêmement spécial, parce qu'en fait il y a 3 soleils, et ça on va beaucoup en parler aussi, puisque du coup la religion est vachement présente dans cet univers. On a 3 soleils qui ont un rythme qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître nous. Donc en fait il y en a un qui se couche tous les, je sais pas, je dis des conneries, je m'en souviens plus. Il y en a un qui se couche tous les ans. Il y en a un qui se couche tous les 2 ans et un tous les 3 ans. Et en fait, la vraie nuit, ils appellent ça la vraie nuit, où tous les soleils sont couchés, c'est une fois tous les... Insérer un chiffre ici, je me souviens plus. Et en fait, ce système solaire, où vraiment on a les 3 soleils, etc., machin, ça va influer sur son pouvoir d'enténébrer. Et en fait, ça va influer sur la vie de tous les jours de ces personnages. Et en fait, je trouve que cet univers, il est bien manié parce qu'il est pas trop présent. Mais en même temps, on a des petites piqûres de rappel régulièrement qui font qu'on est vraiment dans le texte, on est vraiment avec eux. Et je trouve ça vraiment bien fait. Je saurais même pas vous dire exactement en fait pourquoi ça a été une lecture incroyable, mais ça a été une lecture incroyable. Je me suis énormément attachée à Mia, je me suis énormément attachée à la plupart en fait des personnages qu'on va suivre. On a tout un tas de personnages plus loufoques les uns que les autres qui vont être importants dans le parcours de Mia pour sa vengeance. On va avoir vraiment des moments où on va se dire bah là elle va crever en fait, là c'est la fin, c'est la fin. Et non en fait elle parvient à s'en sortir avec des moyens, mais tu dis mais comment c'est possible en fait. Non mais c'est assez fou en fait de suivre son parcours du début à la fin et de se dire genre pouah, ok ouais, tout ça pour se venger, c'est vraiment fort. Et on a aussi tout un truc avec le fait de briser un peu le 4e mur, etc. Et des trucs dont on nous parle au début du 1 qu'on retrouve à la fin et tu te dis genre waouh, ah ouais j'avais oublié ce détail, et tu te dis pouah. Tout le long du tome 3 j'étais en mode pouah, trop d'informations, pouah. À chaque fois je regardais mon comment, j'étais là pouah, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Mais sauf que lui il avait pas lu le livre, du coup pour expliquer à quelqu'un qui a pas lu le livre ce qui se passe dans le tome 3 c'est compliqué, ok. Mais lui il me suivait, il était là, vas-y raconte-moi. Et moi j'étais là, mais tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer. Parce que moi j'étais au bout de ma vie en fait, dans le tome 3 il se passait des trucs, je me disais waouh, ok, alors déjà pardon, excusez-moi je vais devoir relire le passage parce que j'ai pas assez bien compris ce qui vient de se passer. Là la claque, ça c'était la preuve que c'est lourd. Franchement, si vous aimez la dark fantasy, mais lisez ça, parce que vraiment, on se dit 800 pages c'est long, et c'est long, mais en même temps le rythme il est vraiment constant, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça s'accélère, mais ça s'accélère pas assez pour qu'on soit dépaysé quand le rythme ralentit. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est assez fort. Donc franchement, je recommande cette saga, mais à 10 000% en fait. Qu'est-ce que j'ai écrit il y a 5 mois quand j'ai lu le tome 1 ? Je l'ai lu que il y a 5 mois, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je l'ai lu. J'ai adoré ce roman. La dark fantasy est toute nouvelle pour moi, ce n'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire, mais purée, je vais m'y intéresser maintenant, c'est promis. J. Christophe nous embarque dans un univers sombre bien que la nuit ne tombe jamais, avec des personnages gris mais pourtant si authentiques et une intrigue aussi simpliste qu'étriquée. Je me suis laissée embarquer dans la quête de vengeance de Mia qui a su me tenir en haleine du début à la fin, avec toujours plus d'informations et de nouveautés, des personnages secondaires pleins de secrets et des environnements toujours plus magnifiques, bien qu'horribles en même temps. Mention spéciale pour les notes de bas de page hilarantes qui me font encore plus aimer la lecture. Gros coup de cœur. C'était... Franchement, Nevernight, ça a été vraiment une énorme claque pour moi parce que je lisais pas forcément... Je lisais de la fantaisie, mais je lisais de la fantaisie gentille en fait. Alors que là, chaque faux pas peut être la fin et tu te dis... ouais, ça ne tient qu'à un fil.
Là, sa survie ne tient qu'à un fil. Et tu sais que potentiellement, n'importe qui peut mourir, n'importe qui peut retourner sa veste. Et c'est très fort. C'est très fort et franchement, j'adorerais oublier l'histoire pour pouvoir la redécouvrir une nouvelle fois. Voilà qui conclut... Pourquoi je hurle, moi? Donc voilà qui conclut cette vidéo donc, de mes 5 meilleures lectures de 2024. Voilà, on a du contemporain, on a du drame, on a de la romantasy, on a de la dark fantasy. On a un peu de tout finalement. On a du thriller aussi avec La femme de ménage que je ne sais pas... Vraiment, il faut que je m'en inquiète un petit peu, je pense, parce que je ne sais absolument pas à qui je l'ai prêté. Je l'ai plus là, donc c'est bien que je l'ai prêté à quelqu'un. Mais à qui? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de lire un des textes que je vous ai proposé ici. Moi, je m'en vais continuer mes lectures là de 2025. Pour l'instant, dans mes souvenirs, il n'y a pas de coup de cœur. Mais je m'essaye à des choses différentes. Là, en ce moment, je suis en train de lire une fantaisie pure et dure avec des bardes, des magiciens, des guerriers, des machins, de la guerre, des combats. C'est la fin du monde. Mais c'est super chouette. Et j'ai prévu en 2025 de ne pas avoir peur de varier mes lectures. Voilà, c'est vraiment mon mantra 2025, c'est de ne pas avoir peur de changer. De ne pas avoir peur d'arrêter aussi si je n'aime pas. Et de ne pas me mettre la pression parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, de ceux qui lisent beaucoup, etc. C'est la pression du chiffre, la pression du « Ah ouais, mais je peux pas être un vrai lecteur si je n'ai pas lu tant de livres dans l'année, si je ne lis pas 10, 15, 20 livres dans le mois, etc. » Et c'est vraiment une pression que j'ai eue pendant quelques temps et là en fait plus du tout. Fin 2024 déjà je m'en étais un petit peu séparée, mais c'est vrai que là en 2025 ça va vraiment être mon mantra. C'est pas grave si je lis qu'un seul livre dans le mois, parce que si déjà c'est une bonne lecture et si ça m'a permis de découvrir quelque chose et d'apprécier quelque chose de nouveau, et bah écoute, ce sera quand même une bonne lecture dans le mois. C'est pas grave s'il y en a qu'une en fait. À un moment donné, si tu lis, t'es un lecteur. On s'en fiche du nombre de livres que tu peux lire dans l'année. C'est con, mais c'est bien de le rappeler quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer de bonnes lectures. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, journée, nuit. Je vous fais un petit bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye!